On pense tous savoir ce que c'est la liberté. Mais et si cette certitude n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, on va décortiquer ce concept et on va voir qu'il est bien plus complexe, bien plus plein de contradictions qu'il n'y paraît. Alors, allons-y, rentrons direct dans le vif du sujet. La première idée qui vient à l'esprit, la plus intuitive, c'est bien celle-là. Être libre, c'est n'avoir aucune contrainte. Pouvoir faire absolument tout ce qui nous passe par la tête. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Et voilà que Montesquieu, dès le XVIIIe siècle, vient tout de suite casser cette idée reçue. Cette citation, elle va être notre point de départ pour explorer le tout premier grand paradoxe de la liberté. Parce que si être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, alors qu'est-ce que c'est? Bon, ça peut paraître complètement contre-intuitif, je sais, mais pour des penseurs comme Montesquieu, l'ennemi juré de la liberté, ce n'est pas du tout la loi, bien au contraire. En fait, la loi serait la condition même pour que la liberté puisse exister. La logique derrière, elle est assez implacable quand on y pense. Imaginons un monde sans aucune règle, où chacun ne fait que suivre son propre désir. Qu'est-ce qui se passerait? Ce serait juste la loi du plus fort. Ma liberté s'arrêterait pile là où la force de l'autre commence. Personne ne serait en sécurité, et donc au final, personne ne serait vraiment libre. Pour illustrer ça, Montesquieu utilise une fable, et elle est brillante. C'est l'histoire du peuple des troglodytes. Ils décident de se libérer de toute autorité, de toute loi. Le résultat, c'est l'égoïsme à l'état pur. Les médecins refusent de soigner un malade s'ils ne paient pas d'avance. Les agriculteurs gardent leur récolte pour eux pendant que les autres meurent de faim. Bref, la société s'effondre dans le chaos le plus total. La morale de cette histoire, elle est limpide. Une liberté sans cadre, sans justice, sans un minimum de considération pour les autres, ce n'est pas de la liberté, c'est juste une recette pour l'autodestruction. La loi, du coup, ce n'est pas une chaîne, c'est plutôt un rempart, celui qui nous protège du pouvoir arbitraire des autres. D'accord, donc la loi peut protéger la liberté. Mais l'histoire nous montre un autre paradoxe, beaucoup plus sombre cette fois. La quête de liberté peut elle-même engendrer une violence absolument extrême, une nouvelle forme de tyrannie. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est cette contradiction totale. Pour défendre les acquis de la Révolution, pour défendre la liberté des citoyens, on a mis en place un système de surveillance et d'exécution de masse. L'outil qui devait servir la libération devient un instrument de mort, au nom même de la liberté. C'est terrible. Et ces mots, prononcés par Madame Roland sur l'échafaud, juste avant de mourir, juste avant d'être guillotinée, ils capturent cette tragédie à la perfection. Elle, qui était une figure de la Révolution, se fait dévorer par la machine même qu'on avait créée pour défendre son idéal. Sa phrase, elle résonne à travers les siècles comme un avertissement. Maintenant, passons du coup collectif au coup personnel. Parce que la liberté, loin d'être un état de confort, une sorte de douceur de vivre, est souvent présentée comme une conquête difficile et même douloureuse. C'est le poète David Diop qui utilise cette image très puissante. La liberté, ça n'a pas le goût sucré d'un cadeau qui nous tombe du ciel. Non, ça a un goût amer, le goût de l'effort, de la patience, de la souffrance. C'est quelque chose qui s'arrache, qui se gagne par le sang de ta sueur. On a un exemple littéraire qui illustre ce choix à la perfection. C'est le personnage de Lala dans le roman Désert. Elle a une opportunité en or, un mariage qui lui assurerait le confort, la sécurité matérielle pour le reste de ses jours. Mais elle refuse. Elle choisit l'inconnu, la difficulté, la terre froide. Pourquoi? Parce que c'est le prix à payer pour tracer son propre chemin, pour être libre, tout simplement. Et ça nous amène au dernier paradoxe, qui est peut-être le plus intime, le plus personnel. Et si les plus grands obstacles à notre liberté ne venaient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de nous-mêmes? C'est une observation fascinante de Gustave Le Bon. On prétend vouloir être libre, mais en réalité, nos actions de tous les jours, nos peurs, notre envie de nous conformer, tout ça nous enchaîne. Bien souvent, on est nos propres geôliers. On préfère la sécurité d'une cage à l'incertitude du grand air. Jean-Paul Sartre, lui, pousse cette idée à son paroxysme. Pour lui, on est condamné à être libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas échapper au fait de choisir et qu'on doit assumer la responsabilité totale de chacune de nos décisions, sans jamais chercher d'excuses. La liberté, ce n'est pas une libération, c'est le poids, parfois écrasant, de cette responsabilité. Et pour finir, Camus élargit encore plus la perspective. Ce qu'il nous dit, c'est que notre liberté personnelle n'est qu'une illusion tant qu'elle n'est pas universelle. Comment est-ce qu'on peut se sentir vraiment libre en sachant que d'autres, quelque part, sont enchaînés? Ma liberté est donc inséparable de celle des autres. C'est une responsabilité collective. Le point crucial, finalement, c'est celui-ci. La liberté, ce n'est pas un état de fait. C'est un projet.
Un projet de tous les instants, exigeant et rempli de paradoxes. Elle a besoin de lois pour exister, elle peut engendrer la pire des violences, elle a un prix personnel et nous impose un poids immense. La question finale, celle que toute cette analyse nous renvoie, elle est donc personnelle. Au quotidien, dans nos vies, quelles sont les chaînes qu'on choisit de se forger? Consciemment